Il vous conseillera dans la limite de ses habilitations. Le professionnel a besoin de vous connaître, de connaître votre situation familiale, personnelle, vos revenus, votre patrimoine. On ne peut pas conseiller une personne si on ne la connaît pas. Sinon, on est un vendeur. Il faut impérativement poser des questions. C'est normal qu'on ne comprenne pas tous les éléments qui sont dans ce document. Premier rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine. La personne va rentrer dans le détail de connaître votre patrimoine à l'heure actuelle, vos projets de vie, et il va définir votre profil investisseur. À quoi ça sert ça, d'établir le profil d'investisseuse ? On peut avoir un patrimoine pas très important, mais avoir envie de le risquer. Donc ça, c'est un équilibre. À la fin du questionnaire profil d'investisseuse, je suis étiquetée dans telle catégorie d'investisseuse. Qu'est-ce que je peux attendre concrètement d'un bon conseiller en gestion de patrimoine ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, je retrouve Sylvie Hernando, la fondatrice du cabinet Serenity Conseil, ancienne inspectrice de l'autorité des marchés financiers et surtout notre experte référente en conformité réglementaire. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, construire sa sécurité, sa liberté, son indépendance passe obligatoirement par la construction d'un patrimoine. Pour cela, un conseiller en gestion de patrimoine est un allié précieux. Néanmoins, tous les conseillers n'ont pas la même approche ou les mêmes qualités. Attention. Alors, à qui faire confiance ? Comment repérer un professionnel compétent et respectueux de la déontologie ? Et surtout, comment faire un choix éclairé quand il s'agit de l'argent d'une vie ? Dans cette série, Sylvie vous donne les clés concrètes pour faire les bons choix. Vous partez de zéro, vous avez des connaissances, vous êtes au bon endroit. Ici, nous avançons pas à pas, avec méthode et toujours dans un esprit de bienveillance. Avant de commencer, je suis toujours étonnée, 53% d'entre vous regardent cette émission sans être encore abonnés. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire pour être informé gratuitement des nouveautés, mais aussi pour nous soutenir et nous permettre de vous offrir chaque semaine des programmes utiles, concrets et inspirants. Place à l'épisode du jour. Conseiller en gestion de patrimoine, les vérifications à faire en ligne pour ne pas se tromper. Sylvie, t'as parlé dans l'épisode précédent de l'ORIAS. Donc, ORIAS, on vous mettra le lien, vous qui nous écoutez, ça s'écrit ORIAS. Alors, qu'est-ce que l'ORIAS et pourquoi c'est essentiel ? L'ORIAS, c'est le registre unique en France qui recense l'ensemble des professionnels habilités pour le conseil en investissement financier, pour l'assurance et pour le crédit, la banque. Les professionnels, en fait, s'enregistrent auprès de l'ORIAS. Une fois qu'ils se sont enregistrés auprès de leur association professionnelle, ils doivent s'enregistrer auprès de l'ORIAS. Okay. Donc, ça permet, en fait, de voir sur un seul site et uniquement sur ce site si le professionnel est bien enregistré. Pour l'habilitation relative à l'immobilier, qu'on appelle communément la carte T de transaction immobilière, là, c'est sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Recherchez la liste des intermédiaires qui ont cette fameuse carte de transaction. Pareil, on mettra le lien. Oui, on mettra le lien. Donc, si on met dans l'ordre, donc association professionnelle. Oui. Ensuite, l'ORIAS. Oui, en fait, peu importe. Le professionnel, quand il commence son activité, s'enregistre auprès de son association professionnelle, puis avec l'attestation de son association professionnelle, va s'enregistrer auprès de l'ORIAS. Quelles informations regarder sur le site de l'ORIAS, justement ? Alors, justement, sur le site de l'ORIAS, vous pouvez regarder quelles sont les habilitations que le professionnel a. Il peut avoir les 3 habilitations dont on a parlé, il peut en avoir que 2, une seule. C'est tout à fait normal, il vous conseillera dans la limite de ses habilitations. Vous pouvez regarder depuis quelle date il est enregistré ou, à contrario, regarder la date de radiation, puisque c'est mentionné. Et également... attention, ça peut être radié, donc il faut regarder sur le site, c'est marqué en rouge. Ah oui, d'accord. C'est clair. Très bien. C'est bien de le préciser, ça. Oui. Donc, il y a la date radiée-le. C'est mentionné. Oui. Et puis, également, ça vous renseigne sur le nom de son association professionnelle. Très bien. Bon, on l'aura compris, mais on va le dire quand même explicitement. Est-ce qu'un CGP peut exercer sans y être inscrit ? Non. Voilà, comme ça, c'est clair. On ne peut pas faire plus court. Voilà, c'est très clair. Et donc, on vérifie facilement s'il est enregistré sur le site de l'ORIAS. Alors, concrètement, qu'est-ce que je tombe sur quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je tape ? Sur le site de l'ORIAS, vous tombez sur un encadré, pas besoin de s'enregistrer, c'est gratuit. Ouais. Vous pouvez mentionner son nom, le nom du cabinet, bien évidemment, qu'il vous a donné. Parfois, c'est
pas écrit très simplement. Donc, si vous avez le numéro du registre du commerce et des sociétés, c'est le plus simple. Bon, là, ouais. Oui. Ouais. Hésite à ça. Alors, par le nom. Ou alors, dans ce cas-là, appelez le professionnel et lui demander son numéro d'immatriculation ORIAS. Et vous pouvez taper le numéro ORIAS. Ok. Parfois, vous allez le trouver sur le site internet, dans les mentions légales du site internet. Ok. La mention légale en général d'un site, c'est toujours tout en bas de la page. C'est un petit lien hypertexte. Et là, vous avez le numéro de RCS qui est mentionné, registre du commerce et des sociétés, et le numéro ORIAS en général aussi, qui vous permet après d'aller vérifier. Je tombe sur le site, j'ai une barre de recherche. Oui. Dans cette barre de recherche, après, sur le site de l'ORIAS, je tape le numéro du registre du commerce et des sociétés du CGP en question que je souhaite consulter. Oui. Si je ne l'ai pas, je tape son nom, son prénom. Ça va quand même... Sa société, pas son nom, son prénom personnel. Donc la société. La société. On note le nom de la société. Très bien. Sinon, on ne va pas le trouver. Donc, c'est soit le... Par son nom, non, on n'arrivera pas à le trouver. Donc, pour le trouver, soit le numéro du registre des commerces et de sociétés, soit le nom de sa société. Tout à fait. Très bien. Non, mais c'est important de dire, parce que c'est très pratico-pratique. Oui. Pour les et si on n'arrive pas, en fait, à le trouver par le nom de sa société, parce que parfois, c'est la manière dont c'est écrit, le moteur de recherche ne retrouve pas forcément, allez sur le site internet s'il existe. Tout en bas, il y a les mentions. Il y a un encart qui s'appelle mention légale. Et là, le professionnel renseigne en fait à minima son numéro de registre du commerce et des sociétés et son numéro ORIAS. Ok. Donc, vous pouvez aller le chercher par là. Ok, donc si je n'ai pas les informations, je vais sur son site internet, le site internet du conseiller en gestion de patrimoine, ou alors sur Papers aussi. Je tape sur Google son prénom, son nom, le nom de sa société, je le retrouve sur Papers. Donc Papers, c'est un lien où on retrouve les informations de sa société. Tout à fait, gratuitement. Et là, on va retrouver ce fameux numéro RCS. Registre, commerce, société. Et société, tout à fait. Que toute entreprise a. Que faire si nous ne le trouvons pas dans l'annuaire ? Là, si on ne le trouve pas dans l'annuaire, plusieurs options. Pareil, quand même, le bénéfice du doute, lui demander, parce qu'il peut y avoir cette problématique de saisie du nom de sa société. Donc, lui demander les éléments pour pouvoir le retrouver. Et puis aussi, on le verra, on peut aussi aller le retrouver sur les sites des associations professionnelles qui donnent la liste de leurs adhérents. Oui. Si j'ai pas envie de m'embêter à aller faire la recherche sur le site de l'ORIAS, est-ce que je peux lui demander directement un document ORIAS, tout autre document ? Alors, si on est avant le rendez-vous, si on est dans la recherche en amont, parfois certains professionnels mettent leurs documents d'entrée en relation sur leur site internet, qui est la carte d'identité, on le verra, de la société, sur laquelle il y a tous ces numéros. Ça, c'est une option. Est-ce que cette vérification suffit pour juger du sérieux du professionnel ? Alors non, ça suffit pour s'assurer que c'est un professionnel habilité et qui a fait le parcours juridique et réglementaire minimal pour exercer la profession et se revendiquer du terme de CGP. Mais ce qui va être tout aussi important, c'est le premier contact et le rendez-vous que vous allez avoir avec cette personne et le professionnalisme dont il va faire preuve vis-à-vis de vous et de vos besoins. Et bien sûr. S'il me prodigue un conseil personnalisé aussi, parce que voilà, moi c'est lui, toi c'est lui. Oui. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vie. Voilà, donc même si on veut financer notre retraite, même si on veut financer notre retraite toutes les deux, on le fera très certainement pas de la même manière. Voilà. La destination est la même, mais le parcours il est différent. Le chemin pour aller à cette destination est potentiellement différent. Oui, c'est ça. Très bien. Moi, je voulais juste préciser aux personnes qui nous écoutent, notamment des intermédiaires, des conseillers en gestion de patrimoine, la profession qui nous écoute. L'idée de tout ce que nous faisons, c'est pas non plus de leur taper dessus. Non, pas du tout. C'est juste pour les personnes. Moi, je trouve que c'est important pour un client de lui expliquer ce qu'il doit, quelle certification doit avoir un CGP, ce qui va se passer, parce que ça rassure. Parce que c'est vrai que dans l'esprit de la plupart des gens, je vais me faire arnaquer, quoi, tout simplement. Je vais me faire arnaquer. Donc, le fait d'expliquer aux gens comment ça va se passer et puis démontrer aussi que cette profession est
très bien encadré, très bien réglementé, ça rassure et ça va permettre le passage à l'action. Ça va permettre de sauter le pas et justement de faire appel à un conseiller en gestion financière. Alors, tout à fait. Après, c'est normal qu'on ait des craintes. C'est valable pour n'importe quel sujet qu'on ne connaît pas dans la vie. En général, on a des craintes. C'est notre argent, tu vois. Là, voilà, il y a un véritable enjeu. C'est un héritage, des fois aussi, c'est très émotionnel. Tout à fait. Et les professionnels qui nous écoutent, les très bons professionnels n'apprennent rien dans ce que je suis en train de dire. Ils connaissent tout par cœur. Et donc, il n'y a pas de surprise et ils ont aucune difficulté à donner les informations puisque tout est clair pour eux et tout a été fait dans les règles. Un conseiller en gestion de patrimoine doit obligatoirement, c'est une obligation, d'appartenir à une association professionnelle et également d'être inscrit à l'ORIAS. Et là, je voudrais qu'on consacre cet épisode aux associations professionnelles. À quoi est-ce qu'elles servent et quelles sont les grandes associations qui sont reconnues en France ? Un conseiller en gestion de patrimoine qui a une approche globale et à minima conseiller en investissement financier et conseiller en assurance. Donc, il adhère à 4 associations qui ont eu un agrément de la part de l'autorité des marchés financiers pour être des associations représentatives de la profession. Ça, déjà, c'est un gage de sécurité pour l'investisseur de savoir que son professionnel adhère à une association reconnue. Tu peux nous lister les 4 associations ? Oui. Alors, il existe l'ANACOFI, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, la CNCEF et la Compagnie des CGP. On mettra les liens de toutes les associations. Oui. Ces associations, agréées par l'autorité des marchés financiers, ont une mission de contrôle de leurs adhérents, au moins une fois tous les 5 ans, pour vérifier si sur le plan réglementaire, ils répondent aux obligations qui sont les leurs. Très bien. Donc oui, une obligation, on va le répéter. Ils doivent vraiment appartenir à une de ces 4. Oui, alors, une de ces 4, à partir du moment où ils sont conseillers en investissement financier, mais bien souvent, ils sont aussi, comme je l'ai dit, conseillers en assurance, et donc ils adhèrent à cette même association. Il peut exister après, par ailleurs, des purs professionnels de l'assurance et du crédit, qui, eux, sont adhérents à des associations professionnelles dédiées, mais qui ne font pas une approche globale, puisqu'il manque le conseiller en investissement financier. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est obligatoire d'y adhérer ? Alors, d'une part, parce que c'est prévu au Code monétaire et financier. L'objectif pour l'autorité des marchés financiers, c'est d'avoir une co-régulation du marché, qu'on appelle. C'est-à-dire que le professionnel peut être contrôlé par l'autorité des marchés financiers et par son association. C'est pas où. Il peut avoir le contrôle des deux, parfois. Donc, ça permet d'avoir un maintien toujours, de s'assurer que le professionnel, en fait, respecte toujours bien les règles. Donc, c'est une forme de délégation, de mission qui ont été faites aux associations. Et quelle garantie cela apporte aux clients ? Alors, la garantie, c'est que les associations sont constituées de membres qui sont, pour certains, toujours actifs en tant que CGP, donc qui connaissent parfaitement le métier, la profession, ses contraintes aussi. Et puis, ces associations sont contrôlées par l'autorité des marchés financiers, donc elles font l'objet elles-mêmes d'une surveillance. Il y a toujours l'AMF au-dessus qui chapeaute tout. Toujours. Est-ce qu'on peut utiliser un annuaire sur le site internet des associations professionnelles pour rechercher le professionnel et vérifier qu'il appartient à une de ces 4 associations ? Alors, tout à fait. Chacun des sites des associations dispose d'une liste de leurs adhérents qui est accessible gratuitement et qui renseigne. Alors, les informations ne sont pas toujours les mêmes, mais à minima, il y a le nom et le numéro ORIAS du cabinet, qui permet du coup d'aller rechercher plus en détail toutes les habilitations que ce professionnel peut avoir. Et là, pareil, il doit me dire, parce qu'il y a les 4. Donc, s'il ne me dit pas, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher sur les 4. Mais là, il a quand même l'obligation de me dire à laquelle il appartient. Alors oui, lors du premier rendez-vous, il va vous remettre ce fameux document dont on va parler en détail. Ou pas. Ou pas, mais j'en parlerai. Mais il doit remettre ce document d'entrée en relation qui est une carte de visite fournie de la société. Et là, bien évidemment, c'est mentionné. Où est mentionné, ok. Oui. La chambre. Tout à fait. Une des 4 chambres. Des 4 associations. Donc le DER, document d'entrée en relation obligatoire à vous faire remplir, signer. Oui. On va le voir après.
Comment lire une fiche CGP sur ces annuaires? Est-ce que, alors là, je veux qu'on fasse très pratico-pratique. Donc, je me rends sur le site. Oui, sur le site. Est-ce que tu visualises? On peut expliquer aux gens sur quoi ils vont tomber. Alors, on donnera le lien directement vers l'annuaire parce que le site internet se présente toujours différemment. Donc, parfois c'est en haut, parfois c'est en bas. Donc, on donnera le lien déjà d'accès direct à ce fameux annuaire pour chacune des 4 associations. Et ensuite, il y a généralement peu d'informations, mais il y a quand même le nom, le numéro ORIAS, ça c'est la base, et parfois certains éléments sur l'adresse, numéro de téléphone ou numéro de RCS. D'accord. Mais là, c'est très libre par chaque association. D'accord. Et là, pareil que pour l'ORIAS, je tape le nom de la société, du conseiller en gestion de patrimoine, et je vais le trouver? Alors, il peut y avoir un moteur de recherche ou pas, mais après, le listing est par ordre alphabétique. Donc, il y a par nom de société. Oui, donc nom de société. De la société, oui. Ouais. Du cabinet, nom du cabinet. Oui, du cabinet. On fait bien de préciser pour les personnes qui nous écoutent. Mais à minima, c'est par ordre alphabétique, donc facile à retrouver. Oui. Mais il faut quand même que j'ai le nom de la société. C'est pas le nom et le prénom de la personne physique. Non, c'est pas le nom et non. Pas la personne physique. Est-ce que je peux contacter l'association si j'ai un doute ou un litige? Alors, ça dépend quel doute. Si vous retrouvez pas le professionnel qui vous a dit qu'il était à cette association ou autre, effectivement, dans le doute, vous pouvez contacter l'association. Elle vous dira si effectivement il est chez elle ou pas. Par contre, si vous avez un litige, l'association est pas compétente pour répondre à ce litige. D'accord. Le professionnel doit obligatoirement adhérer auprès d'un médiateur pour certains aspects de son métier. Et dans ce cas-là, c'est plutôt, si vous avez un litige qui ne se résout pas avec le professionnel, de faire appel au médiateur. Patricia va nous dire merci Sylvie, on se retrouve avec un flot de demandes. Oui. Donc c'est pour ça. Mais en général, vous les trouvez. Donc ça, si vous ne le trouvez pas, on n'est que sur des appels à la marge, normalement, de l'association professionnelle. Qu'ils ne m'appellent pas en colère parce que j'aurais dit quelque chose qui ne va pas. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, Patricia, elle fait partie de la 4e que tu as citée, la 4e association. Oui, la compagnie des CGP. La compagnie des CGP qui est, elle est à la DG, directrice générale de la compagnie des CGP. Et qui a été CGP dans une autre vie. Oui. Et elle m'a dit hier, dans les 3 premières de France, femmes, à être CGP. C'est vrai. Ouais. Mais on a fait du chemin. Vous quand même pouvez trouver aujourd'hui à peu près 20% de la profession qui est féminisée. Oui, un gros progrès. Un très gros progrès. Ouais. Il y a encore une marge. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis mais oui. Bon, après, c'est parce qu'on dit conseiller. C'est vrai. Le professionnel, la professionnelle. Je vais dire conseillère maintenant. Mais c'est vrai que à partir du prochain épisode, je vais dire conseillère en gestion de patrimoine. Comme quoi, on a une déformation, nous aussi, de toute façon, d'utiliser le masculin. Peu importe, peu importe l'activité, la profession. C'est vrai. On fait toujours avocat. On dit bien avocat, on dit pas avocate. On est d'accord. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'un CGP, on se doute de la réponse, mais on va quand même le dire explicitement. Est-ce qu'un CGP qui n'en fait pas partie peut exercer légalement? Alors, un CGP qui n'est pas dans une association professionnelle, c'est comme un CGP qui n'est pas à l'ORIAS. Non, normalement, il ne peut pas exercer le métier. Oui. Parce que dans tous les cas, il n'est pas CGP, au sens générique que l'on entend d'une approche globale du patrimoine. Oui. Donc non, il peut pas conseiller, il peut pas faire du conseil en investissement financier. Non. Oui. Il peut pas. Donc red flag, warning. On passe à quelqu'un d'autre. Ouais, non, il faut être vigilant quand même. Oui, très. Tout à fait. Sans être non plus alarmiste. Sans être paranoïaque, il faut être vigilant. Il y a quand même eu un très très gros travail de fait, comme je le disais, pour assainir. Après, il y a des milliers de professionnels en France. On ne peut pas s'assurer que ils ont tous le même niveau d'exigence réglementaire et de professionnalisme. Donc, il faut rester vigilante. Presque comme dans tout métier. Complètement. Tout métier, c'est partout pareil. Le conseiller en gestion de patrimoine, il doit respecter des étapes réglementaires incontournables quand vous rentrez en relation avec lui. Mesdames et messieurs, écoutez-nous bien. Cet épisode est vraiment important. Quand vous rentrez en relation avec lui, il doit respecter un certain process, il doit vous faire remplir certains documents et c'est tout l'objet de cet épisode, nous allons le voir. Alors Sylvie,
quels sont ces fameux documents que je dois recevoir dès le début de la relation avec ce conseiller en gestion de patrimoine? Dès le début de la relation, donc le premier rendez-vous, ce conseiller doit vous remettre ce que l'on appelle un document d'entrée en relation ou une fiche d'information légale. C'est le même document et qui est en fait la carte d'identité du cabinet et du professionnel. Ça, c'est impératif. C'est le premier document qui va vous permettre d'entamer l'échange et la relation avec lui, puisqu'il va se présenter sur différents aspects et vous allez pouvoir instaurer le dialogue. Donc, DER, document d'entrée en relation, indispensable. Indispensable. Oui. Vous qui nous écoutez, il faut absolument qu'il vous donne ce DER. Dans ce DER, document d'entrée en relation, quelles sont les informations vraiment clés, indispensables, que je dois aller vérifier et dont ce DER doit contenir, Ce document est normé. Il y a des règles à l'édition de ce document et donc il y a des éléments indispensables à y retrouver, qui sont son identité juridique, le fameux numéro de registre du commerce et des sociétés, son numéro ORIAS, l'ensemble des habilitations qu'il a, ainsi que le lien vers le site ORIAS pour y accéder, les informations relatives à sa responsabilité civile professionnelle, la liste de ses partenaires. Elle n'est pas exhaustive parce que parfois ils en ont nombreux, mais les principaux partenaires avec lesquels ils travaillent, et puis effectivement ça peut évoluer. Ce document va également renseigner sur les modalités de rémunération dans lesquelles il s'inscrit. Et si on reprend une information concernant le conseil en investissement financier, il va préciser s'il travaille de manière indépendante, c'est-à-dire un honoraire payé par le client, par toi Célia par exemple, ou s'il fonctionne en non indépendant, c'est-à-dire par rétrocession payée par les partenaires. Et nous l'avons expliqué dans un épisode précédent que nous vous invitons à aller visionner. Tout à fait. Et également, ce que vous allez y retrouver, c'est toutes les modalités pour la relation future, c'est-à-dire les modalités en cas de réclamation à faire, donc comment réclamer auprès du cabinet, les informations relatives au médiateur de la consommation à laquelle le professionnel adhère, et également les adresses des autorités de tutelle. Il y a aussi quelques éléments concernant la protection de vos données personnelles, qui est un enjeu majeur avec le transfert de données par informatique notamment. Ça, tu sais que c'était une interrogation et une crainte de la part d'un de mes amis et abonnés qui me dit « Mais mes infos personnelles, il en fait quoi? Je suis obligée de lui dire certaines choses. » Ça m'a fait sourire qu'il me demande ça. On pourra y répondre, c'est sûr. Ouais. Je sais pas, est-ce que dans cet épisode-là, on a un autre épisode qui pourrait convenir? Non, on peut y répondre. Répondons-y maintenant. Très bien. Alors, les données perso. Les données personnelles. Donc, le professionnel a besoin de vous connaître, de connaître votre situation familiale, personnelle, vos revenus, votre patrimoine. C'est vrai que c'est des questions auxquelles on n'a pas l'habitude de répondre, mais elles sont indispensables pour lui afin de vous faire un conseil personnalisé. Donc, ces éléments, il les recueille, il les conserve obligatoirement dans le cadre de ses obligations professionnelles et il va les conserver jusqu'à 5 ans après la fin de la relation professionnelle, toujours dans une obligation de respect de la conformité qui est en vigueur aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, justement, s'il ne vous demande pas toutes ces informations personnelles, c'est plutôt louche. Parce que oui. Le conseil doit vraiment être personnalisé. Oui, vraiment. On ne peut pas conseiller une personne si on ne la connaît pas. Oui. Sinon, on est un vendeur. Oui, on va le voir. On va le voir, oui. On va le voir dans l'épisode suivant. Donc vraiment, là, tu viens de nous énumérer les informations qui doivent obligatoirement y figurer dans le DER. Est-ce que je peux demander un exemplaire avant le rendez-vous? Alors oui. Tout à fait. Vous pouvez demander un exemplaire. Vous le signerez pas forcément à ce moment-là, mais il vous permettra de pouvoir entamer la discussion avec cette personne, regarder effectivement si les informations sont justes, et également poser les questions que vous aurez lors du premier échange, parce qu'il y aura très certainement des termes qui seront pas forcément clairs pour vous dans le document. Et dans ce cas-là, il les explicitera. Sinon, vous pouvez aussi, chez certains, pas tous, c'est pas une obligation, certains le mettent sur leur site internet. Donc, vous pouvez aller le télécharger directement. Oui, dans le template. Oui, certains le font. Et bon, c'est pour le DER sert à nous sécuriser, mais à quoi est-ce qu'il sert concrètement? Est-ce que tu peux répondre à
cette question. Le DER, Oui. il sert en fait à faire en sorte que vous ayez, de la part du professionnel, dès le premier rendez-vous, toutes les informations qui le concernent. Et aussi de pouvoir conserver précieusement ce document si un jour, malheureusement, la relation se dégrade, ça peut arriver, et que vous avez besoin de faire une réclamation, faire appel après au médiateur, etc., vous ayez toutes les coordonnées nécessaires pour faire les démarches. Donc là, le DER, c'est vraiment le répertoire, comme tu l'as dit, la carte d'identité. Oui. Après, il y aura d'autres documents. Tout à fait. Que nous allons voir un peu plus loin. Là, des documents qui correspondent plus à nos objectifs, à l'investisseur que nous sommes. Oui, autant le DER est un document générique qui est remis... voilà, si on va voir le même CGP demain, Célia, on aura le même DER. Ça, c'est sûr. Le DER est un document standard. Ouais. En revanche, tous les autres documents qui vont suivre sont des documents personnalisés. Oui, très bien. Important de préciser aussi pour les personnes qui nous écoutent. Et si je ne comprends pas le contenu de ce DER? Alors, il faut impérativement poser des questions. C'est normal qu'on ne comprenne pas tous les éléments qui sont dans ce document. Dans ce cas-là, dès le premier rendez-vous, il ne faut pas hésiter à questionner le CGP. Alors, si vous l'avez eu en amont, si vous ne l'avez pas eu en amont, de toute façon, le professionnel va se présenter et donc va vous présenter les éléments du document d'entrée en relation. Donc, vous aurez l'occasion du coup d'échanger et de poser les questions au fur et à mesure. Et c'est bien que tu dises que c'est normal de pas tout comprendre, parce que moi j'ai plein de personnes qui me disent moi je me sens bête en face du professionnel, je me sens ridicule et j'ose plus poser de questions parce que j'ai l'impression de rien savoir. Mais non, il faut poser les questions. Ah oui, il faut. Alors c'est pas grave et même il faut, parce que le professionnel a l'habitude. Il faut pas croire que les professionnels en gestion de patrimoine rencontrent tous les jours des experts autant qu'eux. Pas du tout. Et Dieu sait qu'en plus en France, à l'école, on nous apprend pas tout ça. Alors l'éducation financière est un vrai enjeu, clairement, qui n'existe pas à l'école et qui est un point important pour l'autorité des marchés financiers. Et les conseillers en gestion de patrimoine ont vraiment un rôle à jouer dans cet accompagnement-là. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de monter en compétences plus rapidement. Il y a eu d'ailleurs une étude faite par l'AMF auprès de certains investisseurs ou pas d'ailleurs. Au cours de cette étude, ils se sont rendus compte qu'au bout de 3 jours, seulement 3 jours, il y avait des biais positifs d'apprentissage. Juste parce que on avait expliqué à quelqu'un comment regarder les risques dans un document, comment... Suite à la relation avec le conseiller en gestion de patrimoine. Pas forcément, juste des investisseurs... lambda ou même certaines personnes qui n'avaient jamais investi. Mais il y a eu un échange pédagogique avec des personnes de l'AMF et rien que là, en 3 jours, les personnes commençaient à comprendre plus facilement et poser des questions du coup plus pertinentes. Donc, il y a tout intérêt et c'est tout à fait accessible à tout le monde de monter en compétence sur le sujet parce qu'en plus, grâce à ça, le conseiller après pourra aussi vous proposer des produits qui peut pas forcément vous proposer, on le verra, si votre profil investisseur est, par exemple, très sécuritaire. Après, il peut l'être et c'est tout à fait normal, mais parfois, on ne va pas plus loin parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on peut l'apprendre. Alors que notre situation professionnelle, personnelle, nous permettrait de prendre plus de risques, d'aller investir sur des actifs, des placements qui promettent plus de rendement, mais qui sont plus risqués. Mais du fait de toutes ces peurs, c'est vrai que le conseiller en gestion de patrimoine va plutôt privilégier de rester sur des placements qui correspondent à notre profil plus sécuritaire. Alors, il ne va pas le privilégier, c'est son devoir que de le faire. Mais effectivement, à partir du moment où on est monté en compétence sur son propre éducation financière, on comprend mieux les enjeux. On sait qu'un investissement plus risqué, c'est aussi, avec potentiel de rendement plus élevé, c'est aussi plus de risques. Est-ce qu'on veut se permettre ou pas, sur une partie de son patrimoine, de le faire ou pas? Tout ça, c'est des points qu'on aborde quand on est plus appétent sur le sujet. Bien sûr. Quand tu es plus averti. Tout à fait. Oui, par exemple, moi, aujourd'hui, c'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis un profil offensif. Donc, offensif, c'est le maximum, le plus risqué. Vraiment, le plus risqué. Oui. Et j'étais pas du tout comme ça il y a quelques années, mais c'est parce que, voilà, à force de vous écouter, de vous poser 36 questions, de vous barber pendant des heures avec toutes mes questions. Comme quoi, on peut partir et ne rien savoir et acquérir. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est exactement pour ça que j'ai lancé tout ça, que tout a suivi, que Perspective de Vie a suivi, que Nova Prod a suivi. Et j'en suis ravie.
Est-ce que tous les CGP remettent le DER spontanément? Et ils doivent impérativement, au même titre qu'on remet une carte de visite dans un environnement professionnel, c'est un document instinctivement qui est remis à son client, qui lui est présenté lors du premier rendez-vous. Oui, non, mais normalement, oui. Ils doivent. Il faut le DER, mesdames et messieurs, le DER. Et bon, est-ce que c'est je répète, je martèle bien, parce que bon, pour avoir été aussi échaudé. Oui. C'est quoi, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. Chat échaudé, craint l'eau froide. Est-ce que c'est un signal d'alerte si je ne reçois pas tout ça? C'est pas un signal très positif, effectivement, parce que ça, c'est la base de la base. Vraiment, je peux pas le dire différemment. Oui. Document number one, le DER, vous qui nous écoutez. Parfait. Merci Sylvie. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais rajouter sur le DER, des connaissances qu'il faudrait qu'on partage à l'audience? Au cours de la relation que vous allez avoir sur plusieurs années avec votre conseiller, il pourra être amené à vous renvoyer un nouveau DER parce que la vie d'une entreprise, ça bouge. Et donc, il pourrait y avoir des éléments significatifs qui auront changé. Ce document qui vous remet aujourd'hui ne sera peut-être pas le même pour les 25 prochaines années. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Peut-être si il passe d'autres accréditations. Tout à fait. Si un changement, ne serait-ce que d'adresse du siège social ou de changement d'association, ça peut arriver. Voilà. Tout ça. Et donc, c'est important ce que tu dis. C'est pertinent. J'y avais pas pensé. Donc, dès lors qu'il y a un changement au niveau de sa carte d'identité, il doit faire un nouveau DER et nous l'envoyer. Oui, quand c'est significatif, ça fait partie des éléments que j'ai cités qui sont significatifs, qui ont de l'importance. Oui, effectivement. Ok, très bien. Premier rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine suite à ce DER. Comment est-ce que ça se passe? À quoi ressemble ce premier rendez-vous après le DER? Ce premier rendez-vous ou cette deuxième étape, puisque ça peut être fait lors du premier rendez-vous. Donc, il vous a remis le DER ou la fiche d'information légale, c'est le même document. Et à partir de là, il va, mais ça a déjà commencé plus ou moins, quand on est un bon professionnel, on a déjà plus ou moins commencé au moment du DER de comprendre pourquoi vous êtes venu. Mais là, la personne va rentrer dans le détail de connaître votre patrimoine à l'heure actuelle, vos projets de vie, et il va définir votre profil investisseur en vous posant un certain nombre de questions. Ces éléments vont lui permettre d'affiner qui vous êtes et potentiellement, il va commencer un petit peu à réfléchir à ce qu'il pourrait éventuellement vous proposer. La troisième étape, qui est ce que l'on appelle une lettre de mission. En fait, c'est un document qui est signé entre l'investisseuse et le professionnel ou la professionnelle et qui détermine ce pourquoi vous avez décidé de le consulter. C'est-à-dire, je veux que vous me trouviez une solution pour financer ma retraite, pour les études des enfants, pour acheter une résidence secondaire, que sais-je. Une fois que tous ces éléments sont recueillis, il peut arriver que ces éléments soient recueillis lors du premier rendez-vous. Ce sera un rendez-vous un peu long, je sais pas les délais mais 2 heures, 2 heures et demie sont tout à fait jouables. Vous verrez qu'avec un bon professionnel, les questions seront posées de façon fluide, etc. On n'est pas du tout sur un interrogatoire de police, je vous rassure. Et du coup, ça permettra d'échanger et de mieux cerner la personne qui veut investir, quelles sont ses attentes, ses craintes, ses envies, etc. Une fois que le professionnel ou la professionnelle a tout ça, là, il va se pencher sur votre situation et vous faire ce qu'on appelle une proposition d'investissement. Dans le jargon professionnel, ça s'appelle un rapport d'adéquation qui va en fait faire un résumé de votre situation, de votre profil. Il va vous faire une présentation du ou des produits qu'il semble les plus adaptés pour répondre à votre demande. Il va vous parler des coûts et frais sur ces produits et donc la partie de sa rémunération potentielle qui sera la sienne. Il mettra bien évidemment en avant les avantages, mais mettra en perspective les risques et vous remettra un certain nombre de documents. Ce document, il va le constituer et il va, lors d'un rendez-vous, vous le présenter et vous remettre une copie de ce document que vous aurez signé. Si la proposition vous convient. Si la proposition ne vous convient pas, il réajustera et il y aura un autre rendez-vous. Ce document,
c'est celui-là que vous allez pouvoir digérer pendant 48 heures et vous permettre éventuellement de poser les dernières questions que vous pourriez avoir si tout n'est pas clair. Mais en général, le professionnel vous fait une présentation exhaustive de ce document et répond au fur et à mesure à vos questions. Une fois que ça c'est fait, et si vous êtes OK, là vous partez pour signer le bulletin de souscription à minima 48 heures après la remise de ce document. Donc, chaque professionnel a quand même une marge de manœuvre pour organiser commercialement sa relation avec vous, mais ça peut se faire en 3 rendez-vous espacés de quelques semaines en fonction des agendas de chacun. Donc, si je résume, il y a 4 étapes finalement. Il y a le DER, il y a le profil investisseuse, la lettre de mission et le rapport d'adéquation. Oui, en sachant qu'avec le profil investisseur, il y a ce qu'on appelle le questionnaire de connaissance du client, qui est toute la liste patrimoniale, immobilière, tous vos biens, tout ce que vous possédez, vos revenus, etc. En même temps que le profil. Et au niveau des docs, la documentation, je reçois combien de documents alors ? Alors, au total, vous recevez le DER, une copie du questionnaire connaissance client et profil de risque. Parfois, c'est un seul et même document. Une copie de la lettre de mission et une copie du rapport d'adéquation. Donc, ça, 4 ou 5 documents en fonction du questionnaire, s'il est dans un même document ou pas. S'il me manque un de ces documents, c'est pas bon. Pas très bon. Ça veut dire quoi, c'est pas très bon ? Non, effectivement, vous devez avoir copie de ces documents qui permettent d'être la base sur laquelle tout le monde est d'accord pour travailler. Voilà. Qui vous rassure à vous, sur tous les documents qui vous ont été remis, sur le fait que vous êtes d'accord avec les éléments qui ont été mis à l'intérieur et qui fait que le professionnel peut travailler sur une base saine d'information. Oui. Et il faut que ce soit sain. Il faut que la relation soit saine. Toujours. Alors, c'est bien de le préciser. Je rentre en relation avec le CGP uniquement au moment de la lettre de mission. On rentre en relation... On contractualise. Oui, on contractualise. C'est ce qui, juridiquement, lie la mission qu'on a confiée au CGP. Oui. Ah, mais c'est bien de le dire aussi. Oui. Ça. Donc, à l'étape numéro 3, finalement. Oui, à l'étape numéro 3. Ouais. Lettre de mission. Très bien. Est-ce que nous pouvons détailler à quoi sert chaque document ? Tu vois, le DER, on en a parlé, mais par exemple, le profil investisseuse, à quoi ça sert, ça, d'établir le profil d'investisseuse, d'investisseur ? Alors, c'est primordial. Ce profil, en fait, il permet de répondre à 4 grandes familles de questions pour le professionnel et pour après vous proposer les meilleurs produits. D'abord, il y a des questions sur votre connaissance des produits financiers en général. Est-ce que vous connaissez le livret A ? Est-ce que vous connaissez le compte-titre ? Est-ce que vous connaissez l'assurance vie ? Et puis après, il y a des déclinaisons. Et l'expérience que vous avez, c'est-à-dire vous pouvez connaître intellectuellement, mais ne pas avoir ces produits vous-même à ce jour. Donc ça permet de déterminer ce que vous avez déjà fait par le passé. Ensuite, il y a des questions relatives à la tolérance au risque. C'est-à-dire, il y a des exemples de questions qui sont posées pour savoir si on vous dit que vous avez un placement où vous investissez 10 000 et vous pouvez gagner 20 000, et c'est sûr. Mais de l'autre côté, on vous dit, ce même placement, vous pouvez soit perdre 10 000, soit gagner 30 000. Qu'est-ce que vous choisissez ? Et là, en fait, ce sont des scénarios pour évaluer votre tolérance au risque en fonction de différentes situations. Si je veux en prendre ou pas. Voilà, tout à fait. Et plus ou moins. Si vous voulez en prendre, à quelle hauteur ? Parce qu'on peut en prendre à 10% de risque ou à 50%. Pas la même. Ensuite, il y a des questions relatives à la capacité à subir des pertes. Ça, c'est plus en fonction de votre situation patrimoniale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un très gros patrimoine et donc avoir une capacité à subir des pertes importantes, pour autant ne pas vouloir prendre de risques. L'inverse étant vrai, on peut avoir un patrimoine pas très important, mais avoir envie de le risquer. Donc ça, c'est un équilibre, c'est vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Et une dernière catégorie de questions. Et en fait, vous avez établi des profils. Finalement, vous avez réussi à dégager des profils. Voilà, oui. Ils ont des questionnaires type qui permettent de répondre à ces grandes catégories. Après, les questions à l'intérieur, elles sont propres au cabinet, mais tant qu'on répond à ces grandes catégories, on considère que le professionnel a fait son travail. La 4e et dernière catégorie, et c'est assez récent, c'est de connaître les préférences en matière de durabilité. Alors, une fois qu'on a dit ce terme,
Ça veut dire, concrètement, est-ce que vous voulez que dans vos investissements, on tienne compte de critères liés à l'environnement, à la gouvernance des entreprises, au gaz à effet de serre, à l'équilibre homme-femme, à ne pas faire travailler des enfants, à ne pas avoir des fonds qui investissent dans l'armement, etc., etc. Ça, c'est assez récent dans le cadre des évolutions, puisque la finance aussi a son rôle à jouer dans la protection de la planète au sens large. Donc voilà, ça, c'est des questions aussi qui sont abordées depuis 2 ans à peu près. Et une fois que toutes ces questions sont répondu, si je peux dire ça comme ça. Là, le professionnel, grâce à un système de scoring, peut déterminer en quel profil vous êtes. Et là, vous avez le droit de se dire, oui, c'est OK, ou non, je suis plus sécuritaire, ou j'ai envie de prendre plus de risques. Alors, quand on a envie de prendre plus de risques, là, le professionnel doit alerter, parce que le questionnaire ne répondrait pas tout à fait aux investissements proposés. Donc, à la fin du questionnaire, profil d'investisseuse, je suis étiquetée dans telle catégorie d'investisseuse. Oui. Il y en a... Alors, ça varie, mais on va dire qu'il y en a quand même 5. 4 ou 5. 4, je vais dire, sécuritaire. C'est-à-dire que là, on ne veut pas prendre de risques. Prudent. Là, on veut prendre un petit peu de risque. Équilibré, c'est-à-dire moitié risque, moitié non-risque. Il peut y avoir après profil dynamique et offensif. Dynamique, c'est qu'on veut prendre plus de risques que de non-risques. Et offensif, on veut prendre que du risque. Comme toi. Tu nous as dit dans un épisode précédent. Offensive, Célia. Célia Tarek. ma mère me dit souvent, Célia, tu te calmes. Bon, bref. Et pourquoi, qu'est-ce qui décide? Ça, par exemple, pardon, mais c'est un bon point. Parce qu'en fait, on peut être tenté de demander à son entourage à un moment donné, et surtout en tant que femme. Ah oui, c'est sûr. Et quand je dis l'entourage, le conjoint. Ouais. On n'a pas tous la même approche. Donc, par exemple, peut-être ta maman, elle réagit par rapport à ses propres peurs parce qu'elle doit pas être offensive dans ses investissements. Oh non. Mais donc, c'est une réaction de peur. Ouais. Et il faut faire vraiment ce que l'on sent, et se faire confiance par rapport à ça. Et j'en suis convaincue, vous n'êtes pas obligé de demander à votre conjoint. Vraiment. Oui. Vous lui demandez des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Oui. Moi, je dis toujours, il ne faut pas attendre la validation. Exactement, oui, c'est la bonne formule. Oui, la validation, effectivement. C'est bien, il faut demander des conseils, il n'y a pas de problème. Mais pour agir, il ne faut pas attendre d'avoir l'aval de monsieur. Effectivement. Ce que j'ai eu trop tendance à faire par le passé. On apprend tous de nos erreurs. Et heureusement, il faut. Donc, à la fin, je fais partie d'une de ces catégories. En fonction de cette catégorie, le conseiller acheteur de patrimoine va me proposer une certaine allocation de portefeuille. Donc, tout à fait. Pour le dire simplement, il va me proposer certains types d'investissements et de le répartir de telle façon, de mettre tel pourcentage de mes finances, de mon patrimoine dans telle poche, tel pourcentage dans une autre, etc. Tout à fait. Pas 100% dans une poche. Alors non, comme la formule qui a aussi été souvent utilisée par le passé dans la profession, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier. Il faut diversifier. On va en parler avec les CGP. Mais là, ils le font. Hein. Mais ça aussi, tu vois, c'est un red flag. Un CGP qui veut te mettre 100% sur son produit structuré. Oui, alors oui, son instrument financier maison. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ou 100% sur la SCPI, tu l'as dit aussi. Aussi, il faut diversifier au maximum pour mutualiser les risques. Les placements, s'ils sont différents, c'est bien qu'il y a une raison. Donc, ils ont des temporalités différentes, des risques différents. Et c'est le meilleur moyen, mais ça ils le font en général. Oui, c'est sûr. On aura l'occasion de parler des méthodes patrimoniales avec les CGP. Ensuite, profil d'investisseuse, c'est fait. La lettre de mission, à quoi sert-elle? Alors, la lettre de mission, elle permet de formaliser juridiquement la relation entre le professionnel et l'investisseur. Parce que concrètement, ensuite, quand on en arrivera au bulletin de souscription du produit, là, ça sera ce qui liera l'investisseur avec la compagnie dans laquelle il aura investi. Donc, ce document, la lettre de mission, elle définit l'objectif que je confie, moi, investisseur, au professionnel, de me trouver des solutions pour répondre à tel besoin.
Cette lettre, elle récapitule un certain nombre d'informations qui ont déjà été données dans le document d'entrée en relation, mais qui sont très importantes. Le détail des typologies de rémunération, les conseils qui sont formalisés, il y a une présentation des familles de produits et des risques que ces produits peuvent représenter. Et il y a des éléments aussi complémentaires sur la protection des données, le moyen de porter réclamation et, quand c'est le cas, une clause de rétractation, les fameux 14 jours. Très bien. Donc, il faut aussi se forcer un peu à lire tout ça. Oui. Pour se protéger. Ah, mais moi, c'est pas la meilleure lecture de plage, je reconnais. Moi, c'est sûr. Ah, mais il y en a des pages en plus. Je sais pas, il y en avait 100 pages, plus de 100 pages. Alors, une lettre de mission ne fait pas 100 pages. Non, mais en tout, tu vois, entre tous les docs, ça n'en finissait jamais. Mais bon, ouais, il faut... Encore une fois, c'est notre argent, c'est notre patrimoine. Oui, prendre ce temps quand même. Voilà, c'est toute une vie, donc c'est un héritage aussi. Donc il faut quand même faire attention à tout ça. Ensuite, le rapport d'adéquation. Oui. Alors, le rapport d'adéquation, c'est la synthèse de tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire un récapitulatif de qui est la personne, donc qui est Célia, quel est globalement son patrimoine, quel est son profil investisseur, quel est son objectif et à quel horizon, 5 ans, 10 ans. Une fois qu'on a récapitulé tout ça, on propose à Célia 1, 2, 3 produits en fonction des besoins et on lui présente pour ces produits la rémunération que je vais avoir si c'est des produits d'assurance ou les coûts et frais des produits si c'est des instruments financiers avec la partie de rémunération qui sera la mienne, de façon très détaillée, les avantages et les risques de tous les produits que je propose, et un contrôle de ce que l'on appelle de l'adéquation. C'est-à-dire qu'on fait un récapitulatif en disant, voilà, vos connaissances et expériences, c'est ça, par exemple, novice, et le produit permet de satisfaire à un client novice. Vous avez un horizon d'investissement de plus de 5 ans, le produit est recommandé pour 8 ans, etc. Donc ça, c'est un contrôle de l'adéquation. C'est-à-dire qu'on reprend les grandes thématiques du profil investisseur et on regarde si ce qu'on propose correspond vraiment bien à ce qui est attendu. Ok, donc comme son nom l'indique, rapport d'adéquation. D'adéquation, oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a quelques éléments pour savoir si le suivi de la relation, etc. Mais disons, dans les grandes thématiques qu'il doit y avoir, ce sont celles-là. Et en général, ce rapport est accompagné de documents sur les fonds et les contrats, des documents qui ont été établis par les compagnies elles-mêmes et qui sont joints à ce rapport pour une bonne lecture pour les prochaines 48 heures. Très bien. Et lorsque je remplis tous ces documents, est-ce que je le fais en ligne? Est-ce que je le fais en présence du conseiller en gestion de patrimoine? Alors, plusieurs options. Soit vous êtes en rendez-vous physique, comme on dit, et dans ce cas-là, vous le faites avec le conseiller. Donc, ça peut être une signature papier ou une signature électronique. Parfois, la relation, en fonction de la typologie de clients, certains font des relations, des visioconférences avec leurs clients ou leurs prospects, ça à la demande. Et dans ce cas-là, c'est de la signature électronique. Mais dans tous les cas, les documents, au moins pour la première rencontre, documents, questionnaire connaissance client, et complété en présence du professionnel. Il peut être après envoyé pour mise à jour, mais ça, c'est dans le temps. Et le questionnaire profil de risque, c'est à vous de répondre aux questions. Le professionnel peut éventuellement vous expliciter si vous comprenez pas la question, mais jamais, bien évidemment, ne répondra pour vous aux questions. C'est votre profil, pas le sien. Oui. Et justement, bon point, je voulais poser cette question. C'est Adrien qui m'a demandé de te la poser d'ailleurs. Okay. Adrien qui est ami et abonné, qui est inquiet par le fait de partager ses données personnelles, effectivement. Et il m'a dit, est-il acceptable de refuser certaines questions si elles me semblent trop intrusives? Alors, normalement, les questionnaires ont été faits de manière à ce que ne soient recueillis que les éléments indispensables à la détermination du conseil. Donc, un professionnel ne devrait pas vous poser de questions. Certes, elles peuvent vous paraître intrusives, mais elles sont indispensables pour lui à la détermination de son conseil. Donc, malheureusement, Adrien, il va falloir répondre aux questions si on veut un bon conseil. Oui, encore une fois, on veut la meilleure fructification de ses finances, être accompagné au mieux. Donc là, on est obligé de se livrer, quoi.
Oui, si on reprend l'analogie du médecin qu'on a vu dans une autre vidéo, si on ne donne pas tous les symptômes, il n'en conclura pas la bonne maladie. Oui. Si tu vas devant lui et que tu es muet comme une carpe, ça va être compliqué de pouvoir te prescrire les médicaments. C'est ça. C'est clair. Voilà. Ou si on répond qu'à moitié, ou pas à tout. Oui. Voilà. Oui. Ou alors on ne va pas être bien soigné. Ou on ne va pas être bien soigné. On ne va pas avoir les bons médicaments, on ne va pas être bien soigné. C'est ça. Non, mais c'est une très bonne analogie. Merci Sylvie. Est-ce que tu voulais rajouter une question sur tout ce process à mettre en place lors des premiers rendez-vous et les documents obligatoires? Oui, il peut parfois, parce que certains produits le nécessitent, la signature d'une convention de réception et transmission d'ordre uniquement pour les produits financiers. Mais ça, c'est pas pour tous les produits. Donc, ça peut être un document annexe en fonction de la préconisation qui sera faite par le conseiller. Mais disons que dans les documents de base qui doivent vous être mis, il y a cela. La convention RTO, réception et transmission d'ordre, c'est annexe et pas pour tout le monde. Parfait. Épisode essentiel, vraiment essentiel. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. On va résumer. Donc, 4 étapes. DER, profil investisseuse, lettre de mission, rapport d'adéquation, les documents, bulletin de souscription, le DER, document, le DER. Tu veux que je fasse le résumé? Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu peux nous faire le résumé des 4 étapes et de tous les documents avec lesquels nous devons repartir après les premiers rendez-vous? Oui. Donc, premier document, une copie du document d'entrée en relation ou fiche d'information légale. Le nom peut varier. Une copie du questionnaire connaissance client et du questionnaire profil de risque. Parfois, c'est un seul et même document. Une copie de la lettre de mission. Quelque temps après, vous sera remis une copie du rapport d'adéquation, ces documents ayant été signés par le conseiller et vous-même. Si vous êtes OK avec le rapport d'adéquation, vous souscrirez ensuite un bulletin de souscription, dont vous aurez copie qui vous sera envoyé soit par le conseiller, soit directement par la compagnie avec laquelle vous allez investir, dans laquelle vous allez investir. Et si le produit le nécessite, vous aurez signé aussi une convention de réception et transmission d'ordre. Dans le rapport d'adéquation, vous sera remis en annexe différents éléments sur les fonds d'investissement ou sur les produits qui ont été faits, des documents qui ont été faits par les compagnies. Parfait. Donc, vous qui nous visionnez, vraiment très très important, il faut que tout ce process soit respecté. S'il n'est pas respecté à la lettre, vous fuyez. Vraiment, vous fuyez. Vous ne faites pas les mêmes bêtises que moi, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que je peux attendre concrètement d'un bon conseiller en gestion de patrimoine? Alors, un bon conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui déjà va vous écouter en premier, écouter vos projets de vie, écouter vos interrogations par rapport à ces projets de vie. C'est quelqu'un qui va vous accompagner sur le long terme. Il faut comprendre qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut faire partie de votre vie pendant 10, 15, 20 ans, voire plus. Donc, c'est une relation au long cours. De toute une vie. De toute une vie. Qui va peut-être vous connaître mieux que votre entourage et sur qui vous allez pouvoir compter quand vous allez devoir investir, mais parfois quand vous allez devoir désinvestir parce que, on le sait, la vie n'est pas linéaire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à concrétiser vos projets et vous poser surtout des questions peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé pour justement donner corps et vie à ce projet. Oui, la vie n'est pas linéaire. Des fois, je vais avoir besoin d'argent. Donc, je vais retirer de mes placements. Exemple, je change de boulot, je change de métier, j'ai besoin de liquidité pour faire face. J'ai un souci dans la vie, peu importe. Je veux financer un apport de résidence principale. Sans penser aussi, acheter un bien immobilier, effectivement. Tout à fait. Là, il faut pouvoir sortir. Et c'est vrai que le conseiller en gestion de patrimoine est là pour nous aiguiller, nous accompagner dans ces moments de vie, ces projets de vie-là. Tout à fait. J'avais fait une émission déjà avec Doris Santillana qui disait, j'adorais le rapprochement qu'elle avait fait. Elle disait, l'argent, c'est un ami, un allié. C'est comme les amis. Il va, il vient. Un ami, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Mais pour autant, ça reste notre ami. Et donc, c'est vrai qu'avec l'argent, c'est la même chose. Et puis, c'est vrai que le conseiller en gestion de patrimoine doit être en mesure de pouvoir nous accompagner justement dans ces projets de vie-là. Et quand on a besoin d'argent,
moins besoin d'argent dans l'immédiat. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et puis, il a l'expérience. Ouais. Donc, il sait... les situations que nous, on vit en tant qu'investisseurs qui sont uniques pour nous, lui, il les a vues des dizaines de fois. Donc, il est beaucoup plus serein aussi et parfois rationnel face à nos émotions parce que la vie, parfois, peut nous amener à avoir certaines émotions. Ouais, il a plus de hauteur. Oui, plus de hauteur et donc, voilà, qui peut être de très, très bons conseils. Oui, c'est sûr. Quel est son champ d'action à ce fameux CGP ? Alors, son champ d'action est assez large. Il a une approche globale. Donc, il peut faire un audit de votre patrimoine, c'est-à-dire regarder aujourd'hui quelle est votre situation et vous accompagner soit en prévision, par exemple, de la succession de votre patrimoine, mais aussi pour constituer ce patrimoine. On débute tous dans la vie à un moment donné. Et puis, il peut vous conseiller sur des aspects plus juridiques. Vous inviter, par exemple, à faire une donation, ce qui peut être utile pour vos enfants, petits-enfants, et qui aura un impact plutôt positif sur le plan fiscal, sur votre patrimoine lors de la succession. Il peut vous accompagner aussi sur la partie fiscalité. L'impôt sur le revenu, pour certaines personnes, est très important. Et puis, il peut vous accompagner, on en a parlé à titre personnel, mais aussi si vous avez une entreprise, à titre professionnel, sur la gestion des biens de cette entreprise, de la trésorerie, etc. Donc, il a un panel très large de compétences, d'où le fait que souvent, ils ont un parcours universitaire important. Et oui, c'est pas que sur mon patrimoine personnel, c'est aussi sur mon patrimoine professionnel. Ma trésorerie, je suis chef d'entreprise, ma trésorerie, je peux lui demander comment optimiser. Tout à fait. Vous pouvez lui demander conseil sur ces aspects-là aussi. Il vous accompagne sur la globalité de votre patrimoine. Et ne pas oublier que votre patrimoine, votre profession a peut-être un patrimoine. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui concerne l'argent, quoi, finalement. Tout à fait. Ouais, l'argent. Tout simplement pour vous qui nous écoutez. Oui. Sur quel sujet... Par exemple, il peut accompagner une cliente, tu l'as dit, mais est-ce que tu as des exemples vraiment concrets ? Il peut vous accompagner pour constituer le financement futur des études de vos enfants. Donc, il va vous aider, soit en mettant en place des contrats dédiés spécifiques. Il peut vous accompagner effectivement pour vous aider si vous voulez faire une donation à compléter les documents administratifs qui sont parfois complexes. Et puis, il peut être aussi... c'est intéressant, ces exemples-là. Ouais, il est souvent aussi un relais entre des professionnels comme experts comptables, comme avocats, notaire, il a souvent des partenaires de ces professions-là et il peut donc vous accompagner si à un moment donné, imaginons que vous avez une entreprise et que vous avez des difficultés, soit pour la succession, soit pour, je sais pas, avec votre comptable ou autre, il a des professionnels pour vous aider, vous accompagner. Donc, il est un peu le chef d'orchestre pour vous sur de nombreux aspects financiers. Et ne pas hésiter à lui demander sur certaines questions s'il est ou non compétent pour vous accompagner. Il saura vous dire où vous orienter vers la bonne personne. Oui, parce qu'il est entouré de divers partenaires. Tout à fait. Donc, qui peuvent répondre à toutes mes questions. Est-ce qu'il peut intervenir sur l'ensemble ? L'ensemble, c'est-à-dire, par exemple, je suis avec un compagnon. Est-ce qu'il peut intervenir sur le mien, sur celui de mon compagnon, sur celui de mes parents ? Ah oui, alors effectivement, si vous, à partir du moment où vous êtes satisfaite de ces conseils, vous pouvez le recommander à votre entourage. Donc effectivement, il peut accompagner. Et il fait un accompagnement global ou il fait un accompagnement individuel ? Alors non, il a dans le cadre de sa déontologie, il est soumis à un secret professionnel. Donc il va vous accompagner, il va accompagner votre conjoint. Alors ça dépend si vous êtes marié ou pas, hein, l'approche sera pas la même. Si vous n'êtes pas marié, ce sont des patrimoines indépendants, donc il accompagnera chacun. Il pourra accompagner vos parents, par exemple, mais effectivement, soit certains sujets, parce que les parties prenantes souhaitent que ce soit mutualisé, il pourra faire des rendez-vous communs parce qu'il y a un enjeu commun, mais normalement, il a une approche individuelle en général, surtout si les personnes ne sont pas liées par un mariage ou un Pacs. Individuelle, approche individuelle et conseils individuels, tout en prenant en considération la globalité, en ayant une vision sur la famille. Tout à fait. Le régime matrimonial que nous avons choisi. Oui, par exemple, typiquement, il peut conseiller sur... Puis les projets de vie communs aussi, parce qu'il y a des projets de vie communs. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des sujets très individuels,
Imaginons, vous êtes en couple, mais c'est une union libre. Préparer votre retraite, ça va vous appartenir. Ça va être très individuel. Mais il peut y avoir un projet d'achat en bien en commun ou des enfants en commun sans être mariés et donc de prévoir les études des enfants. Là, ça va être une approche du couple, si je peux dire. En fonction des sujets, il va savoir comment aborder la thématique. Et puis, si on prend le cas d'un couple qui, par exemple, envisagerait de se marier, en fonction des situations personnelles, patrimoniales de chacun, il va pouvoir, par exemple, conseiller aussi sur le type de régime matrimonial à prendre. De dire, ce serait mieux que tu choisisses tel type. Voilà, la séparation peut-être, si l'un ou l'autre a une entreprise, ou voilà, ce genre de choses. Ouais. Mais m'aiguiller dans mes choix aussi. Tout à fait. Très bien. Il est un conseil. Ouais. Après... on reste libre des choix après que l'on fait de suivre ou pas ses conseils. Ils le savent bien que parfois ils sont pas écoutés. Il a l'expérience, il a des partenaires, donc il est en capacité de nous dire ce qui peut être mieux pour nous. Après, on reste décisionnaire effectivement, mais oui. Oui. On a perçu un petit peu pour la question suivante. Mais ma question suivante, c'est quels sont les avantages de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine plutôt que de gérer toute seule dans mon coin. Alors, donc là, on a vu un petit peu, là, on a grossi, on a un petit peu abordé vraiment, le sujet. Quels sont les avantages plutôt que moi, Célia, j'aille gérer toute seule de mon côté. Alors, ça va dépendre. Si c'est pour financer vos prochaines vacances ou vous constituez une épargne de précaution, les fameux 3 mois de salaire sur un livret A, ça, vous pouvez le faire seul. Si en revanche, après tous les projets de vie et les exemples qu'on a donnés, là, peut-être qu'il sera nécessaire de faire appel à un professionnel. Je pense que chacun est capable de juger s'il peut faire seul ou pas. L'avantage aussi de ces professionnels, comme je l'ai dit, ils ont des habilitations, ils sont susceptibles d'être contrôlés par leurs associations ou les autorités, et ils suivent régulièrement pour le maintien de leurs habilitations des formations. Donc ils sont quand même très au clair de l'actualité fiscale, juridique et des produits financiers qui sont sur le marché ou même des évolutions des marchés financiers, etc. Donc cet avantage-là, il est indéniable. Oui, parce que c'est vrai que dans ma vie, c'est pas linéaire. Voilà, j'ai fait certains types de placements, mais ces types de placements, on l'a dit, dans notre vie, il y a des rebondissements. À l'année N, ce sera pas forcément cette allocation-là, ce type de placement-là, ce type d'investissement-là que j'ai fait, qu'il faudra conserver pour l'année N+5. Oui, tout à fait. Donc effectivement, lui est plus à même, parce que c'est son quotidien et c'est son métier, de savoir peut-être à des moments, en fonction de comment se comportent les marchés ou pas, d'arbitrer votre contrat, de réajuster parfois ce qui est nécessaire. Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant quand il y a des projets à moyen long terme de faire appel à un professionnel. Si je gère toute seule, obligatoirement, je pourrais pas investir dans tel placement, tel actif ou autre sujet. Oui, certains placements nécessitent de passer par un intermédiaire, donc un professionnel. On l'a vu côté banque, parce qu'on a tous une banque, ils sont pas susceptibles de proposer tout le panel de placements qu'un CGP va pouvoir proposer. Ça va réduire le champ des possibles pour vous, parfois, de faire appel uniquement aux banquiers. Donc voilà, l'intérêt va se situer là avec le panel de produits qu'il a à sa disposition, mais aussi de la capacité qu'il a à aller chercher, s'il n'a pas en catalogue la solution pour vous, il est capable d'aller la chercher auprès de tous les partenaires qui sont sur le marché possible. Oui, donc même seule, je peux même pas accéder à tout, toute seule. Non, seule. Oui. Ah non. C'est réglementairement pas possible. Oui, c'est réglementairement pas possible. Il faut passer par un professionnel pour avoir accès à certains produits sur le marché. Bien. Dernière question, et la fameuse question. Un CGP, est-ce qu'il faut que je sois une fortune pour consulter un CGP, pour justement avoir tous ces avantages auprès de ce professionnel? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 100 000 euros? Est-ce qu'avec 10 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, je peux avoir un conseiller en patrimoine? Parce que moi, c'est souvent la remarque que j'ai. On me dit, mais Célia, j'ai que 10 000 euros de côté. Je peux pas avoir un conseiller en investissement financier. Je peux pas avoir un CGP. Je fais, ben si. Alors déjà, il faut, pour aller voir, je pense que la notion d'argent est peut-être pas la porte d'entrée principale. C'est
on peut avoir 10 000 euros de côté, mais est-ce qu'on a un projet ? Est-ce qu'on a quelque chose qui nécessiterait de transformer ces 10 000 en un projet ? C'est surtout ça, en fait, qui va déterminer l'intérêt d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que même ces 10 000 euros, il faut pas les laisser de côté. On le sait, du point de vue de la retraite, il faut que ces 10 000 euros fassent plus. Alors, ces 10 000 euros, ça dépend. Si on dit souvent que déjà, il faut avoir à minima 3 mois de salaire sur un livret A pour faire face aux dépenses courantes, la voiture qui tombe en panne, la chaudière, etc. Mais donc c'est à partir au-delà de ça qu'il faut que là on peut considérer qu'on est dans de l'épargne qui peut être investie à plus ou moins long terme. Oui, et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, on l'a déjà dit. Répéter dans des épisodes précédents. La première étape déjà, c'est se sécuriser pour les aléas de la vie. Tout à fait. Faire face aux imprévus, se constituer ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Et c'est ces fameux 3 mois. Oui, c'est pas une norme absolue, mais c'est une moyenne correcte. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Oui. Oui, effectivement, il y a l'épargne de précaution pour faire face aux imprévus de la vie. Oui. Mais moi, à titre personnel, je trouve que une fois on s'est sécurisé, on a verrouillé ce côté-là, c'est l'argent supplémentaire dont on n'a pas besoin, entre guillemets, qui reste sur le compte bancaire où c'est les livrets à rien faire. Tout à fait. Dans ce cas-là, je dis à tout le monde, il faut investir, il faut y aller, il faut en faire quelque chose parce que la retraite, c'est un réel enjeu. Il faut qu'on s'en préoccupe. À partir de là, oui. À partir du moment où on a son épargne de précaution, effectivement, le reste, il faut trouver, en fonction du projet qui est le sien, à optimiser. Si on prend la retraite, on est sur du très long terme, à moins qu'on s'y prenne très tard, mais en général, non. Donc, on est sur du très long terme. Là, effectivement, il faut optimiser. Et puis après, il faut mettre en place un système peut-être de prélèvement mensuel pour s'obliger à investir. On est tous pareils. Donc, si on ne s'oblige pas à épargner un peu tous les mois, on peut se dire, oh non, pas ce mois-ci, le mois d'après, et puis ça peut sauter rapidement. Et d'ailleurs, avec Alexandra, donc, qui est notre ambassadrice sur cette verticale budget épargne, elle nous donne plein de tips, plein de méthodes, justement, pour rester motivé, pour suivre, pour être discipliné. Là, on l'a martelé dans les épisodes précédents, la discipline. Voilà. Et donc, on vous invite à aller les voir. C'est ça. Mais oui, effectivement. Là-dessus, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à vous discipliner, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, on ne sait pas ce que votre vie professionnelle va donner aussi. Donc, à un moment donné, vous allez avoir plus de rémunération. Peut-être, on le disait, vous allez recevoir une donation, une succession, parce que ça arrive. Et donc, vous allez pouvoir consacrer plus de fonds à votre financement de la retraite, par exemple, que ce que vous aviez au départ. Donc, il faut commencer. Et puis, comme on le disait, la relation dure très longtemps. Donc, il y aura d'autres événements qui feront que vous pourrez investir très certainement. Donc, selon toi, dès lors qu'on a des projets, dès lors qu'on a de l'argent de côté, peu importe le montant, il faut faire la démarche. Après, on passe avec 50 € non plus. Bon, je suis d'accord. On est d'accord. Faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer. Mais oui. Mais on est d'accord. Et puis après, il y a des professionnels qui ont déterminé aussi la typologie de clientèle qu'ils veulent avoir. Mais il y aura un professionnel dans tous les cas. Des conseillers en investissement financier, par exemple, il y en a 6 000 d'enregistrés en France. Ouais. Des professionnels qui sont multicasquettes. Il y en a plusieurs aussi. Des professionnels de l'assurance, un courtage en assurance, par exemple, des dizaines de milliers. Donc, il y aura forcément quelqu'un qui saura vous accompagner et répondre à votre besoin. Parfait. Donc, vous qui nous visionnez, vraiment très, très important, il faut que tout ce process soit respecté. S'il n'est pas respecté à la lettre, vous fuyez. Vraiment, vous fuyez. Vous ne faites pas les mêmes bêtises que moi, mesdames, messieurs. Parfait. Merci Sylvie.